On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'ouverture officielle du boulodrome des Deux-Rives dans l'ancienne église Sacré-Cœur à Iberville pour de la pétanque intérieure. Mais d'abord, lui, c'est un jeune étudiant du cégep. Il a une passion au niveau de la vidéo et des documentaires. Il a produit un documentaire sur les écosystèmes de la rivière Richelieu. Comme de nombreux rapaces, le balbuzard a été conduit au bord de l'extinction en raison de l'utilisation massive du pesticide DDT. Depuis son interdiction en Amérique du Nord vers l'année 1990, les populations de rapaces y effectuent un retour remarquable. On le voit très bien, en fait, qu'il y a beaucoup de pertes de sol dans les champs agricoles. Donc, les engrais qu'on met sur les sols qui se retrouvent dans l'eau font en sorte qu'il y a un enrichissement général de la rivière Richelieu puis du bassin de Chambly. On peut observer la présence de plantes aquatiques de plus en plus. Puis, pour des espèces comme le chevalier-curie, c'est pas propice à sa survie. Par suite des phénomènes d'érosion, le sol agricole peut être entraîné dans les cours d'eau tout en y transportant des nutriments et des pesticides. Il y a des zones où on a une eau qui contient des traces de pesticides au Québec qui seraient considérées non potables en Europe. J'ai vu passer ça il y a quelques jours et je trouvais ça drôlement intéressant et je voulais qu'on en parle. Il va y avoir une projection au Théâtre des Deux-Rives le mercredi 12 avril, 19h30. Un documentaire sur la rivière Richelieu, ses écosystèmes, ses enjeux. C'est produit par qui? En fait, c'est un étudiant du cégep, mais qui visiblement aussi est réaliste et documentariste à ses heures. Maxime Dubé-Lahaye, bonjour et bienvenue. Bonjour Éric. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça? Un documentaire comme ça, oui. En fait, c'est mon premier documentaire. J'ai tourné d'autres choses, mais ouais, c'est... Explique-nous, qu'est-ce que tu as fait dans le passé pour arriver à ce projet-là aujourd'hui? Ben en fait, malheureusement, j'ai jamais été en cégep de cinéma ou quelque chose comme ça. Ben, en ce moment, je suis étudiant au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aurais aimé ça aller étudier en cinéma, mais à cause que je pensais que je voulais étudier en d'autres choses, ben j'ai pas fait ce choix-là. Bref. Mais en fait, quand j'étais jeune, ben avec YouTube, je regardais ça sur mon petit iPod Touch dans le temps. J'écoutais des YouTubers. Et là, vraiment, à ce moment-là, ben, je voulais être comme eux. Donc là, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. C'était pas très concluant, mais vraiment, cette passion-là de la vidéo est restée. Au secondaire, même au primaire, des fois, il y avait des projets où est-ce qu'on faisait des vidéos. C'était vraiment les projets que je préférais. Puis éventuellement, ben, il y a 2 ans, j'ai décidé de m'acheter une caméra. Puis là, j'ai commencé à faire des vidéos comme pour des entreprises, des publicités, des choses comme ça. Mais aussi des courts-métrages, puis ce documentaire-là. Tu étudies dans quel domaine en ce moment? En ce moment, j'étais en sciences humaines, mais j'ai fait 3 sessions en sciences de la nature. J'ai un parcours un peu... Et donc, il n'y a pas vraiment de lien avec la passion du cinéma ou... Dans mes études, non. Non, pas vraiment. Ben, en fait, au début, je pensais vouloir aller en médecine. Puis là, j'ai commencé à étudier en sciences de la nature. Puis là, pour finalement arriver en sciences humaines. Ouais, ben, c'est parce que j'ai fait 3 sessions. Puis là, tu sais, j'avais ma passion de la vidéo à côté, j'avais le projet de documentaire. Ouais. Puis là, vraiment, la dernière session, c'était plus difficile. Au niveau du temps, j'arrivais pas à tout gérer. Fait que là, tu t'étais acheté une caméra. Ouais. T'étais acheté quoi? Une Sony A7 III. Là, tu t'es mis à avoir du plaisir avec ça. Ouais, exact. À quel moment arrive le projet de faire un documentaire sur la rivière Richelieu? À quel moment? Ben, en fait, il y a la création de vidéos qui est une de mes passions, mais il y a aussi l'environnement. Donc, ce projet-là, ben, j'ai commencé à m'impliquer dans l'organisme Action Richelieu. Ouais. Et là, ben, justement, je voyais la rivière Richelieu à côté de chez moi, que je connaissais pas tant, même si j'ai vécu toute ma vie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et j'ai commencé à m'informer, à voir les enjeux qu'il y avait, mais aussi les beautés. Donc, ce projet-là, ça a vraiment permis comme de lier ces 2 passions-là, qui est la création de vidéos, le cinéma, et l'environnement. Au départ, là, quand tu as commencé à bâtir le synopsis, tu voulais montrer quoi? Premièrement, est-ce que tu voulais faire un documentaire de 5 minutes, 10 minutes, 50 minutes? Bref, tu sais, la page blanche, là, quand tu as commencé au début, c'était quoi que tu voulais faire? Écoute, un documentaire sur la rivière Richelieu. Ça a commencé comme ça. Puis même, en fait, des fois, je tournais des entrevues, on filmait des personnes. Et au montage, je savais pas exactement comment on allait amener tout ça. Donc, c'est vraiment, en fait, dans le processus de montage, ben, c'est moi qui l'ai monté aussi, qu'on a vraiment un peu plus bâti l'histoire. Donc, je dirais pas que ça a été fait d'une manière traditionnelle. Ça a été un petit peu... ça a été clairement de l'apprentissage dans tout le processus. Mais ouais. Tu as fait quoi comme entrevue? Avec qui? Quel genre d'experts? Ou Ben, en fait, on a eu vraiment beaucoup d'experts. J'ai amené mon iPad en partie pour ça parce qu'ils ont des titres assez spécialisés. Donc,
plus tard, peut-être que je ferai un petit résumé de quoi parle le documentaire. Mais on a eu, le plus grand, un des plus grands spécialistes du chevalet cuivré, qui est une espèce en voie d'extinction dans le Richelieu. On a eu Pascal Biron, qui est une experte en hydrogéomorphologie. Ils ont des beaux titres. Aubert Michaud, qui est chercheur en conservation du sol et de l'eau. Sinon, Sébastien Sauvé, qui est un professeur à l'Université de Montréal. Donc, on a eu vraiment des professeurs et chercheurs. On a aussi eu la participation de plusieurs organismes de la région, certains qu'on a interviewés, comme Seymour Richelieu, Fondation Rivière, qu'on a pu interviewer des biologistes sur le terrain. Qu'est-ce que tu as appris sur la rivière? Beaucoup de choses. Que tu savais pas? Énormément de choses. En fait, premièrement, c'est beauté. Je veux dire, tout ce tournage-là, ça l'a permis... en plus, je veux dire, ce documentaire-là, il y a beaucoup d'images de drones. Donc, c'est moi qui filmais avec le drone aussi. Mais premièrement, la beauté, la grandeur, la splendeur, on est allé un petit peu plus vers le coin de Noyant, Saint-Paul-et-Launois. Et vraiment, des grands espaces où est-ce que c'est pas développé, je veux dire, où est-ce qu'il y a plein de forêts, vraiment magnifiques. Mais aussi, évidemment, tout ce qui est les menaces sur la rivière qu'on connaît pas nécessairement. Puis même, finalement, sur notre santé par rapport comme aux pesticides et tout ça. C'est quoi les écosystèmes de la rivière Richelieu? Est-ce que ça évolue avec le temps? Puis est-ce qu'à Noyant, c'est pareil comme à Sorel? Bref, c'est quoi ces écosystèmes qu'on retrouve dans le Richelieu que tu as appris là, en faisant ton documentaire? Oui, par exemple, proche de la frontière des États-Unis, il y a la réserve écologique Marcel Raymond. En fait, ça, c'est un petit peu plus loin, mais à peu près là, qui est une réserve qui est protégée, où est-ce qu'on retrouve des espèces d'arbres rares, des espèces d'oiseaux aquatiques qui sont, je pense, en voie d'extinction aussi. Sinon, il y a la réserve projetée Samuel de Champlain, qui est vraiment une grande île, vraiment magnifique, qu'on a pu aller filmer. Et sinon, par exemple, quand on est allé filmer Seymour Richelieu, la biologiste, c'était sur une terre qui est proche du Richelieu. Et justement, elle disait que c'était parmi... quand on va plus loin dans le Richelieu, si on peut dire, vers Chambly, de plus en plus, les bords de terrain sont développés. Il va y avoir moins de marécages et tout ça. Il y a plusieurs espèces qui ont plus d'habitat, justement. Puis elle parlait de la tortue, en fait, qu'on a pu filmer. C'est une petite histoire d'une tortue, en fait, qui est allée au parc Ronald Beauregard mettre ses œufs dans le terrain de volleyball parce qu'il n'y avait juste plus d'habitat, pas trouvé d'habitat, puis il y avait un beau terrain de sable. Donc, dans le documentaire, par exemple, ça, on en parle, puis même on a des images de ça. Wow! Ouais. Donc, tout ça a duré 50 minutes. Bon, tu es parti avec ça, puis ça a donné 50 minutes. Est-ce qu'il y a eu des choix déchirants dans le montage? Déchirant, je dirais pas déchirant, mais ça devenait compliqué parce que à un certain point, quand je veux dire, j'étais le seul monteur, écouter tout ça, à un moment donné, je savais plus. Des fois, je me rendais même pas compte, puis il y avait des parties de 10 minutes que c'était une répétition, puis je m'en rendais pas compte. Donc, c'était un long processus. Ça t'a pris combien de temps de tout faire ça, le tournage, le montage et tout ça? Je pense que ça doit faire à peu près 1 an et demi que tout ça s'est commencé. Donc, c'est ça. Au début, on savait pas trop où est-ce que ça allait aller. Puis finalement, là, on a une première qui arrive au Théâtre des Deux-Rives. Mais... Donc, tu as fait ça un peu à temps perdu, à gauche et à droite. C'est pas en lien, c'est pas un projet d'école, c'est pas un projet du cégep. C'est vraiment un truc... projet personnel. Projet perso, là. Ouais. Bon. Et là, à quel moment en as-tu parlé mis à part les gens que tu as pu interviewer pour dire, bon, là, c'est bien beau, tu as fait un documentaire, mais il faudrait bien le montrer. C'est un peu ça l'objectif. Donc, c'était quoi la suite, ce qui nous amène là, à la projection prévue du 12 avril? En fait, j'ai rencontré la conseillère en environnement au cégep. Et là, elle m'a parlé de faire une première. Je sais pas pourquoi, ça m'était jamais venu en tête. Et là, au début, l'idée, j'étais comme une première. Mais finalement, là, on s'est dit... Au début, on pensait projeter comme dans le café étudiant au cégep, où est-ce que tout le monde aurait parlé, mangé en même temps. Personne n'aurait écouté, probablement. Personne n'aurait écouté. Et là, de plus en plus, je regardais ça. Puis là, à un moment donné, on a croisé une personne... j'ai croisé une personne par hasard au Théâtre des Deux-Rives qui nous a présenté la salle que je connaissais, en fait. Ouais. Puis qui a dit qu'en fait, c'était très possible qu'on fasse ça. Donc là, on s'est dit, écoute, on va voir grand, puis on va présenter au Théâtre des Deux-Rives. OK. Et là, il va se passer quoi au moment de la projection du mercredi 12 avril, 19h30? Premièrement, il va y avoir la projection du documentaire qui dure 50 minutes. Et par la suite, il va y avoir un panel de discussion où est-ce qu'on va recevoir plusieurs experts qui ont participé au documentaire. Par exemple, on va avoir Alain Branchot, qui, lui, est comme je l'ai dit tout à l'heure, un des plus grands experts du chevalet cuivré. Ensuite, on va avoir aussi Pascal Biron,
qui est professeur et chercheur à l'Université Concordia. On va aussi avoir Aubert Michaud, qui est chercheur en conservation du sol et de l'eau, et aussi René Gagnon, qui est la directrice générale de CIMO-Richelieu. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Est-ce que c'est... Non, ça va être gratuit. C'est gratuit? En fait, ouais, nous, ben, le but avec ce documentaire-là, c'est pas du tout de faire de l'argent. En fait, même, notre but, c'est carrément de le faire voir le plus de monde, surtout là, ben, je veux dire, les personnes de Saint-Jean-sur-Richelieu et aux alentours. Donc, l'entrée est gratuite pour cette soirée-là. Et, Et s'ensuit une discussion, évidemment, pour parler, évidemment, de ce qu'on a vu, questions-réponses, c'est ça, bref, pour développer davantage. Oui, c'est ça, ouais. Bon. Ça, c'est ton premier documentaire. Est-ce qu'il y en a un deuxième dans ta tête ou dans ta caméra? Documentaire, je sais pas. Ben, j'ai aimé ça, faire ça, mais je pense que ce qui me passionne le plus, c'est le cinéma. Donc là, tu sais, j'attends en ce moment la réponse pour les demandes d'admission à l'université. J'ai appliqué en cinéma. Ah oui, t'as appliqué en cinéma? Ouais. Donc, c'est vraiment le cinéma que je veux viser. Documentaire, qui sait, peut-être que je vais en faire un autre. On va voir. Est-ce que tu es dans ta dernière année au cégep? Oui, je suis dans ma dernière session. Ouais. Donc là, en principe, tu rentrerais à l'université à l'automne. Oui, exact. En cinéma. Ouais. Mais tu n'as pas eu la réponse encore. Non, c'est ça. C'est quand même un programme très contingenté, là, mais j'espère être accepté. Wow. Ouais. Mais là, as-tu d'autres idées de sujets que tu aimerais traiter, soit en film, en documentaire ou en je ne sais trop? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te passionnent où tu dis, ah, ça, je pourrais m'attaquer à ça? Ben, je veux dire, en ce moment, j'avoue que j'ai pas eu le temps de penser à ça. En ce moment, j'étais surtout focusé sur tout l'enjeu qui est autour de la rivière Richelieu. Je verrai comment... c'est quoi qu'est-ce qui arrive après ce documentaire-là? C'est quoi la réaction des gens? Est-ce qu'il y a des changements? Peut-être que ça va m'encourager à en faire d'autres. Est-ce que tu as fait ça vraiment tout seul de A à Z, mis à part ceux que tu as interviewés, ou s'il y a des gens qui t'ont aidé un peu? Avec l'équipe d'Action Richelieu, qui ont aidé pour les recherches. Puis, dernière question. Notre rivière Richelieu, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est en santé? C'est quoi le constat? Le constat, c'est que possiblement qu'il y a des choses qui pourraient être faites de mieux. Autant pour ce qui concerne les espèces qui y vivent, mais aussi pour nous... parce qu'il y a le programme d'assainissement des eaux qui est là depuis la fin des années 90, et tant mieux. Il y a encore des déversements, malheureusement, parce que les quantités sont trop importantes dans les usines. Mais bref, est-ce que notre rivière est quand même en santé? Est-ce que toi-même, tu as été surpris de ce que tu as pu constater? Oui, j'ai été surpris. En fait, en fait, nous, dans le documentaire, ce qu'on s'est concentré un peu surtout, c'est plus sur le côté un peu des pesticides et des nutriments qui arrivent dans l'eau, un peu des terres agricoles. Les déchets agricoles. Oui, c'est ça, et les pesticides. Puis, donc Intéressant, Maxime Dubé-Lahaye, donc étudiant au Cégep Saint-Jean, mais ça n'a aucun rapport. C'est un projet personnel, donc réalisateur, documentariste. C'est son premier. Ça dure 50 minutes, un documentaire vidéo sur la rivière Richelieu. Présentation gratuite, mercredi 12 avril, 19h30 au Cégep Saint-Jean. Et ça suit, bien au Théâtre des Deux-Rives, donc, et ça suit une discussion, évidemment, avec certaines des personnes interviewées. Merci beaucoup, bravo, et bonne chance pour la suite. Bon, désolé. Merci beaucoup. Je perds des morceaux, ça m'arrive occasionnellement. Je suis désolé. Merci beaucoup, bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Ben, bien sûr. Ne manquez pas ça. Voilà, c'est fait. On a procédé à l'ouverture officielle du Boulodrome des Deux-Rives. C'est situé dans une ancienne église à Iberville. On parle de pétanque intérieure principalement. Deux invités pour en parler. Pascal Constant, qui est conseillère à l'accessibilité et au développement communautaire à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Gilbert Proulx, qui est l'un des administrateurs, conseil d'administration du Boulodrome des Deux-Rives. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, ça fait très longtemps qu'on parle de ce projet-là. Là, maintenant, moi, je ne suis pas encore allé, mais j'ai vu les photos. Ça semble super intéressant. Faisons peut-être un petit résumé des premiers balbutiements de ce projet-là il y a quelques années. En fait, c'est ça. Je suis avec Gilbert, qui est secrétaire trésorier du Boulodrome. C'est un organisme qui est né justement des initiatives citoyennes. En 2019, il y a un groupe de citoyens
qui est venu au conseil municipal puis qui souhaitait justement, qui a demandé au conseil municipal l'implantation d'un boulodrome, un terrain de pétanque intérieur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça a été adopté à l'unanimité et donc, à partir de ce moment-là, le conseil de ville a mandaté le service de la culture, du développement social et du loisir pour soutenir le groupe de citoyens, justement, dans l'élaboration de ce beau projet-là. Donc, depuis 2019, en fait, c'est ça, il y a eu la création de l'organisme. Puis nous, on a comme accompagné le groupe de bénévoles pour faire en sorte, justement, que ça devienne le projet concret qu'on connaît aujourd'hui. Donc, tous les plans d'aménagement, mais tout l'aspect aménagement, mais il y a aussi tout l'aspect organisme, la gestion, le développement des règles, le fonctionnement de l'organisme. Fait qu'à ces deux niveaux-là, on accompagne l'organisme. D'où venait ce besoin-là, M. Proulx? Le besoin, peut-être pas, mais l'envie d'en avoir un, oui. C'est issu d'une volonté des citoyens un peu partout de la ville, un peu partout même de l'extérieur de la ville. On sait que les clubs d'aînés ou même les clubs point à la ligne de citoyens avaient des emplacements dans les parcs locaux, un peu partout. C'est même avant les fusions, les gens jouaient à la pétanque. Et puis, après les fusions, bien là, on a centraliser certaines places pour jouer. Puis les gens mentionnaient beaucoup. L'idée, si on pouvait en avoir un, parce que plusieurs de nos membres, de nos citoyens, en fait, allaient soit à Beauharnois, soit à Longueuil, soit à Grimby. Et puis l'idée a toujours circulé jusqu'au moment où, il y a 4 ans ou à peu près, on a décidé de présenter le projet, supporté par une pétition de 600 membres, aux autorités municipales, puis... Bon, de ce que je comprends, il y en a quelques-uns un peu partout sur la rive sud de Montréal. Donc, on était l'une des rares villes où de notre stature à ne pas en avoir. Donc, probablement la raison pour laquelle le Conseil a été unanime sur cette question-là. À partir du moment où le Conseil vous mandate, on supervise la création de l'organisme, mais là, il faut se trouver un endroit, il y a des travaux, etc. Comment ça s'est passé entre 2019 et aujourd'hui? Bien, en fait, c'est davantage mes collègues aux infrastructures de loisirs qui ont cheminé avec nos collègues du développement économique aussi pour tenter de trouver un endroit. On avait commencé une première tentative avec l'église Saint-Gérard. Finalement, c'est ça, ça ne s'est pas conclu, mais il y a une opportunité qui est arrivée à Iberville. Donc, l'église Sacré-Cœur s'est avérée un site de toute beauté. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que sur 34 boulodromes qu'il y a au Québec, celui-là, il est plein pied, en fait. Fait qu'on trouvait ça intéressant. On s'est dit, avec le vieillissement de la population, on souhaite que ça soit inclusif, même si c'est pas seulement que pour les aînés, ça se veut intergénérationnel. Mais on trouvait intéressant, justement, parce qu'il y a une rampe d'accès à l'extérieur, c'est plein pied. Donc, les gens peuvent jouer. Même sur l'hôtel, on a aussi aménagé une rampe d'accès, donc pour les gens qui veulent aller jouer sur l'hôtel ou aller à l'espace cuisine détente qui est en arrière. Ça aussi, c'est accessible. Nos toilettes sont accessibles, donc c'est vraiment un bel endroit qui sera accessible puis qui va bien vieillir avec les années. Bon, on le sait, nos églises, mis à part quelques exceptions, sont appelées à d'autres vocations. Même on en parlait ici avec l'archevêché il y a 5-7 ans. On disait au final, il va en rester 3. Il va rester la cathédrale, l'Acadie puis Saint-Athanas. Toutes les autres auront d'autres vocations, ce qui est le cas aujourd'hui. Quand vous avez vu un peu l'allure des travaux et la finalité, M. Proulx, c'était quoi votre première réaction quand vous avez vu vraiment l'emplacement, puis les travaux, puis l'intérieur de tout ça? C'était un hurrah final. On s'est dit, finalement, on a un endroit. Parce qu'on a toujours dit, peu importe dans la ville où se situera l'emplacement, parce qu'on sait qu'au début, il y avait des petits peu de tiraillage, à dire, bien, on le veut plus à l'Acadie qu'à Iberville, qu'à Saint-Jean. Mais là, on a eu une espèce de consensus de tout le monde pour dire, on arrête, on le fait, et puis pour la population johannaise et la périphérie aussi. Puis on était très, très heureux de voir cet emplacement-là, oui. Bon. Comment va fonctionner la gestion des lieux? Parce que, bon, là, la Ville est locataire de ce bâtiment-là, mais la gestion est faite par l'organisme en question. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est ça, c'est que la Ville est locataire. On a mandaté l'organisme, le Boulodrome des Deux-Rives, pour faire la gestion des activités de ce lieu-là.
Donc, c'est l'organisme qui a un conseil d'administration qui, par des bénévoles, va rendre accessible le lieu, en fait, les activités. Donc, cette semaine, c'est l'ouverture officielle. Les bénévoles sont en place. Donc, c'est vraiment, la gestion va être vraiment opérée par des bénévoles. Il y aura peut-être un petit volet au niveau de la conciergerie qui va être fait par un employé. Mais sinon, c'est vraiment, ça va aller au rythme des gens qui vont s'impliquer. C'est un projet qui est par le milieu et pour le milieu. Donc, en fin de semaine avait lieu la porte ouverte et c'est ça, les gens nous demandaient, est-ce que ça va être ouvert davantage, plus que 5 jours semaine? C'est vraiment au rythme de ce que les gens vont s'impliquer. C'est des bénévoles qui vont être sur place. Il va y avoir 3 bénévoles par bloc horaire pour faire la gestion, ramasser les sous, les 2 $ que ça va coûter pour jouer, le membership aussi qui va être ramassé aussi, s'assurer qu'il y ait un bon fonctionnement, mais ça va être vraiment géré par des bénévoles. C'est du bon travail, ça, quand même, là. Et il y a 2 considérants pour répondre à la question. Êtes-vous ouvert toute la journée? Êtes-vous ouvert l'été? Êtes-vous ouvert les fins de semaine? Les 2 considérants, c'est la volonté des gens de que ce soit ouvert, le nombre d'intéressés, mais aussi le nombre des bénévoles. Puis je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui seraient intéressés à offrir quelques heures au bon cheminement du boulodrome, bien, de nous appeler et puis on va assurer le suivi de tout ça. Pour le moment, c'est ouvert 5 jours semaine? Oui. Sur semaine, principalement? Strictement sur semaine, Du lundi au vendredi, oui. Okay. Mais ça aurait le potentiel d'être ouvert le samedi-dimanche, comme ça aurait le potentiel d'être ouvert l'été, parce que l'endroit est climatisé de mémoire. C'est pas climatisé. Pas climatisé, mais c'est frais quand même. C'est frais, justement, parce que c'est un bâtiment qui date. Mais on a réalisé un sondage juste avant les fêtes avec les 175 membres pour voir à quel moment ils souhaiteraient venir jouer. Donc, c'est pour ça qu'on a, avec les résultats du sondage, ça nous a permis de se dire c'est les après-midi et les soirées du lundi au vendredi que les gens souhaitaient, mais on va s'adapter au rythme des besoins. Donc, éventuellement, c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir offrir la fin de semaine, peut-être, ou les matinées, au gré de ce que les gens souhaiteront. Mais tout est une question de bénévoles et de bénévolat. Donc, ce que ça dit, c'est que là, vous avez une pas pire armée de bénévoles, mais si on veut étirer les heures d'ouverture et les journées, ça va prendre plus de bénévoles. Là, vous êtes combien à gérer ça, M. Proulx? Bien, directement, le conseil d'administration, c'est 7 personnes, mais chacune des 7 personnes a quand même des gens qui les entourent, des amis, qui sont prêts à... On a au-delà d'une vingtaine de bénévoles, 25 bénévoles actuellement. Et puis un autre aspect aussi, on prévoit, on n'arrête pas la décision encore, mais les avant-midi pourraient s'offrir à des gens, des vieux un peu plus jeunes, tiens. Il y a des jeunes vieux puis des vieux jeunes, hein, c'est ça? Mais, pour faire la distinction. Là, il y a combien d'allées de jeu au total? Il y a 10 allées présentement. 10 allées de 38 ou 39 pieds de longueur par 7 pieds et demi à 7 pieds et demi de largeur. Il peut y avoir potentiellement combien de joueurs à Saint-Jean? Est-ce qu'on le sait, ça? Oui. D'après la pétition qui a été déposée il y a 4 ans, c'est 600 personnes intéressées. OK. Donc, quand on sait que le boulodrome peut accommoder en même temps que 60 personnes, bien, ça nous donne... Un bassin quand même un bassin intéressant, assez intéressant. Oui. Et puis, il faut dire aussi qu'on est ouvert éventuellement, on sera ouvert éventuellement à répondre à des besoins de villes périphériques, parce qu'on sait que Chambly, par exemple, Sabrevois ou d'autres, ils sont très intéressés à... On a eu d'ailleurs des visiteurs de Chambly, Marieville pour la porte ouverte. Là, on sent qu'il y a un engouement parce que les boulodromes les plus près, c'est Beauharnois, Granby, Longueuil. Donc, c'est sûr qu'il y a un potentiel il y a de la pétanque à Saint-Grégoire. Donc, il y a beaucoup de joueurs de pétanque à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on pense aussi avoir des gens... Donc, le boulodrome pourrait avoir une vocation plus régionale. Évidemment, les gens qui viendraient jouer, probablement, ça leur coûterait un petit peu plus cher que le Joannais qui paie son compte de taxe à Saint-Jean, je présume. Au niveau des, comment je dirais, des revenus et dépenses, comment ça se gère? Là, je comprends que c'est pas très cher pour jouer. Je comprends que c'est des bénévoles, donc il n'y a pas vraiment de salaire à payer comme tel, mais comment se gèrent, là, justement, les revenus et dépenses de tout ça? Bien, le loyer, les frais d'opération, c'est la ville qui les assume.
considérant que c'est une infrastructure de loisirs. L'organisme, lui, avec les revenus qu'il va quand même avoir, va pouvoir payer ses frais d'opération, le matériel d'entretien. C'est lui qui s'en occupe. Comme je disais tantôt, il y aura probablement de la conciergerie qui va être faite 2-3 jours semaine pour s'assurer que quand même l'entretien du bâtiment se fasse. Donc, ça ne sera pas un gros budget d'opération. Est-ce qu'il va se créer? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a des ligues organisées, un peu comme le bowling? Il y a beaucoup de demandes à cet effet-là, mais pour le moment, comme on dit souvent, il faut apprendre à marcher avant de courir. Là. Donc, on va voir ça. Mais oui, par exemple, hier, il y a quelqu'un de Formica, une compagnie, qui dit on a une ligue de loisirs chez nous, on voudrait s'intégrer mais on n'est pas rendu là, pour les ligues, les tournois, etc. Ça pourrait venir. Parce qu'on regarde le modèle des quilles, justement, où les gens, sont organisés, puis ils ont des ligues, etc., etc. Donc, ça pourrait, compte tenu qu'on a maintenant l'infrastructure, ça pourrait se développer dans ce sens-là. Définitivement. Ouais, ils ont fait le choix, en fait, que pour commencer, ça serait vraiment libre, des inscriptions libres, puis on va y aller au fil du temps, voir c'est quoi la demande, puis qu'est-ce qu'on peut offrir. Puis par la suite, peut-être qu'en septembre, on pourra se réajuster pour les gens qui veulent réserver pour des ligues. Okay. Comment ça fonctionne? Disons qu'il y a des gens qui nous regardent, disent « Hey, ça nous intéresse. Comment on fait pour réserver une allée? Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir? » ou Pour l'instant, les gens doivent... ils nous appellent, ils passent, puis ils deviennent soit membres, ou s'ils viennent à la pièce, ils se rendent au boulodrome, mais on n'a pas développé une façon de réserver. Un calendrier avec un formulaire et tout ça. Non, on sait que à certains endroits, certains autres boulodromes, tu peux t'inscrire en ligne. Oui, pour réserver puis réserver ta plage horaire. On n'est pas rendu là, mais on va regarder les différentes façons de permettre à tout le monde de venir. Donc, allez visiter ça, l'ancienne église Sacré-Cœur dans le nord d'Iberville, boulodrome des Deux-Rives, donc de la pétanque intérieure. C'est tout nouveau, c'est inauguré, c'est ouvert, c'est en fonction. On a même un site web. Oui, qui est boulodromedeuxrives.com, que les gens peuvent bien sûr aller visiter. Un gros merci à vous deux. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Le deuxième versement de votre compte de taxe à Saint-Jean-sur-Richelieu est dû pour le 13 avril. Vous savez qu'il y a désormais 4 versements par année et le deuxième, c'est le 13 avril. Si vous avez besoin d'informations, il fallait aller voir directement sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à sjsr.ca. À demain. Bye-bye.